Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de BD de pixels qui décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture qui vous revient avec une nouvelle critique. Aujourd'hui, on va parler cinéma d'animation, en parlant de... Alors, il y a plusieurs prononciations, je vais faire très attention. Lupin 3 The First, aussi appelé Lupin the Third The First, aussi appelé Lupin Sensei The First. Donc en France, on va dire Lupin 3 The First, je pense. C'est pas toi qui vas me contredire, Cédric, comment vas-tu ? Très bien, et je pense que oui. Lupin 3 The First, ça me semble pas mal pour un titre un peu alambiqué comme les Japonais ont dans le secret. On a vu Lupin 3 et je vais en parler, et il se peut que je sois plutôt content. Ah bah parfait, si Cédric est content, je suis content. Pierre, es-tu content ? Mais oui, je suis content puisqu'on va parler d'un très bon film aujourd'hui. Ça, je vais laisser... Justement, si aujourd'hui je suis le Jigan, alors je vais laisser mon Lupin Cédric expliquer pourquoi. Très bien. Et moi je suis Fujiko Mine, tout va bien. On est donc parti pour une critique de Lupin the First. Rappel, manga de Monkey Punch sorti dans les années 60, qui a connu pas mal d'évolutions. Et cette dernière déclinaison se trouve donc en CGI au cinéma. Et Cédric, c'est toi qui vas nous en parler. Minable, méga minable. Faudrait trouver un argument plus original. Alors avant de commencer la critique, je vais vous faire un petit résumé de l'histoire. On est en 1945, le professeur Bresson, grand archéologue, vient de confier son journal et le mécanisme qui le protège à sa fille, dans la crainte que les nazis ne s'en emparent. Après une course-poursuite contre la famille du professeur, le Troisième Reich parvient à mettre la main sur la clé, mais pas le journal qui arrive à tomber dans les mains de la police. 15 ans plus tard environ, à Paris, le journal est devenu la pièce maîtresse d'une grande exposition au Louvre sur justement ce professeur Bresson. Mais qui dit expo et trésor ne dit bien sûr Lupin et Lupin 3, le célèbre cambrioleur petit-fils d'Arsène Lupin, accompagné de ses camarades Jigen et Goemon, viennent pour essayer de choper le dit carnet. L'opération tourne court cependant quand une jeune femme du nom de Laetitia tente elle aussi de s'emparer du journal pour le compte d'une mystérieuse organisation. Commence alors pour Lupin une course contre la montre afin de découvrir quel secret renferme le journal et l'organisation. C'est donc le 10e film Lupin au cinéma pour le Japon. Il y a eu bien sûr beaucoup de téléfilms avant. C'est en revanche le premier film en CGI et il est réalisé par Takashi Yamazaki, un réalisateur qui est habitué au live action et à l'animation quasiment exclusivement en CGI. Il a entre autres fait Doraemon Stand By Me ou l'année dernière Dragon Quest Your Story. Effectivement, donc un joli palmarès. On parle quand même d'un événement de taille, puisqu'il s'agit du premier film Lupin à sortir quasiment sans délai avec le Japon. Mine de rien, le château de Cagliostro, qu'on devait déjà à Miyazaki, est sorti au cinéma chez nous 30 ans après la sortie japonaise. Mais c'est aussi du coup le premier film en 3D, donc en image de synthèse, de la licence. Paraît risqué, donc réussi. On va pas faire beaucoup de suspense. Moi, je trouve que oui, c'est très très réussi pour bien sûr plusieurs raisons que je vais vous énumérer tout de suite. Déjà, je trouve que c'est vraiment plutôt bien écrit pour une production de ce type. Ça tombe souvent dans les clichés des films d'animation japonais tels qu'on les connaît, mais je trouve que c'est assez malin et assez bien écrit pour proposer un contenu qui les rend moins grossiers qu'à l'accoutumée. Il y a des retournements de situation vus et revus, il y a des persos un peu clichés, mais c'est tellement une bouffée d'oxygène, c'est tellement un appel à l'aventure que je me dis, ça me choque moins dans d'autres productions de ce genre-là. En plus de ça, la CG, on va en reparler un peu plus tard, mais la CG est impeccable. Yamazaki, comme je vous l'ai dit, c'est un habitué des productions en film 3D au Japon. Ça fait longtemps qu'il il a travaillé avec des studios qui sont aussi très habitués sur les productions 3D, qui ont par exemple travaillé sur le film d'Albator, qui est sorti il y a quelques années maintenant. Là, on a vraiment un travail d'orfèvre qui rivalise même, je trouve, avec certaines productions américaines en la matière de CGI, en fait. Donc, c'est vraiment un gros boulot qui a été abattu et ça se sent, mais dès la bande-annonce, quoi, ça se sentait. En plus, l'univers de Lupin 3... quand on le connaît, je trouve qu'il est présent, il est bien vivant, avec les personnages principaux qui sont les 5 mêmes protagonistes qui reviennent encore et toujours dans l'aventure. Mais il y a une galerie de nouvelles têtes qui ne vient en rien, je trouve, tâcher le spectacle. Même au contraire, Laetitia, c'est un personnage que je trouve plutôt frais. Les méchants, bien que clichetons, sont plutôt sympathiques. Voilà, vraiment, on n'est pas sur des trucs un peu hasardeux, comme par exemple, vous pouvez le proposer le dernier film de My Hero Academia avec ses méchants ultra passe-partout et que tu as oublié une fois que tu es sorti du cinéma. Là, j'avais encore en tête les personnages. Et surtout, dernier point pour moi qui a fait mouche dans mon cœur, c'est la bande originale, la BO de Yuji Ono, le compositeur de Lupin qui revient après encore presque 50 ans, il est toujours sur le projet, il est toujours là, il est vieux mais il n'est pas fatigué comparé à certains autres producteurs de ce même âge. Et la BO elle est entraînante, elle est rythmée, elle donne encore une identité au film, elle intègre elle arrive à intégrer des musiques reproduites de la série originale, donc il y a des réorchestrations qu'on connaît comme le thème,
classique de Lupin, le thème de l'inspecteur Zenigata et ainsi de suite. Mais elle propose aussi des nouvelles musiques propres à ce film. Et donc, c'est vraiment une BO qui va faire plaisir aux bofophiles, comme diraient les Rafik Djoumi. Beauf de France, donc. Bofophile, c'est le nom que donne Rafik Djoumi pour les fans de BO de films. Donc, bofophile. Très bien. On apprend tous les jours, c'est fantastique. Mais tout cela semble quand même pas mal prometteur, mais la chose qui a retenu l'attention des fans, puisqu'il faut bien parler d'eux, c'est une licence qui est quand même assez suivie par un terreau de fans assez fidèle. C'est le passage à la 3D. Bon, le choix est, on l'a dit, audacieux. Ça, d'après toi, c'est plutôt réussi. Certains ont pu dire que c'était une trahison par rapport à l'esprit de la série initiale. Est-ce que finalement, c'était un si bon choix que ça ? Alors, je pense qu'il ne faut pas partir sur bon ou mauvais choix, mais plutôt sur la question de la pertinence. Est-ce que c'est pertinent ou pas d'avoir fait ce pari-là ? On va remettre le contexte. Déjà, il faut savoir que Lupin 3 ou Lupin the Third, c'est une licence qui, comme la saga Alien aux États-Unis, en fait, elle est protéiforme, elle se réinvente tout le temps en fonction du cerveau qui est derrière le projet du moment. Le manga de base, par exemple, créé par Monkey Punch, il était beaucoup plus sombre et très axé hardboil, très axé sur la violence, le sexe, et n'était pas très drôle. Et au contraire, c'est le duo Takahata et Miyazaki, quand ils sont venus sur la première série, qui ont amené un peu cet humour et ce côté gaudriole, un peu burlesque, qui après a collé au personnage. Et de temps à autre, on voit, il y a une série de films qui a été faite récemment sur des personnages secondaires de Lupin, qui était beaucoup plus sombre, qui avait été fait par Koike, qui revenait un peu aux origines. Enfin, bref, voilà, c'est quelque chose de quand même qui évolue constamment. C'est une saga qui justement ne s'épuise pas, parce qu'elle a la possibilité, avec la bénédiction de son créateur, de se réinventer constamment. Ensuite, il faut se poser la question, quelle est la vraie différence, la principale, donc la différence entre la 2D et la 3D. Pour moi, en tout cas, surtout dans le cas de l'animation japonaise, c'est le nombre d'images qui est utilisé à l'écran. On passe de 4 à 11 images, en moyenne on est à 11-12 images par seconde. Alors sachant qu'il y aura bien 24 images, mais vous allez avoir des images recopiées, pour avoir au final que 11 images différentes sur une seconde, à un 24 images pleines. Dans la 3D, en fait, on ne peut pas truquer comme on le faisait en 2D. Chaque image doit compter. Quand on fait vivre une licence qui est connue via une technique et qu'on doit lui donner une nouvelle technique inédite, il se pose le souci de la cohérence de l'œuvre vis-à-vis de sa licence. Et qu'est-ce qu'on veut exprimer dans ce cas précis vis-à-vis de cette licence ? Dans le cas de Lupin, l'une des marques de la fabrique en 2D, ça vient entre autres, je trouve, des moments de pose des personnages, des expressions faciales qui sont exagérées, des temps morts de l'animation. Ça, on le doit beaucoup à Takahata et Miyazaki, principalement. Et ça sert entre autres à marquer le côté donc burlesque, comme je vous l'ai dit, des personnages, rendre les moments d'action plus importants et décomplexés. En un mot, ça rend le personnage cool. C'est un truc d'ailleurs qu'on peut ressentir dans les openings les plus récents. Et même dans l'adaptation en live action, on voyait qu'ils avaient essayé de jouer sur ce côté saccadé par moment pour essayer de rendre ce que le dessin animé en 2D nous donnait. Donc le défi de Yamazaki, le réalisateur à ce moment-là, et de ses équipes, ça a été de composer un film avec une animation CG, donc 3D, qui doit être fluide et qui doit retranscrire en même temps cet héritage de la pose et du burlesque. Et c'est pour moi vraiment un pari réussi, parce que l'animation, elle tente une fidélité grâce à des temps morts dans l'animation, donc il n'y a pas moins d'images, mais on fait des temps d'arrêt dans l'animation pour marquer plus le personnage. Des poses clés, tu veux dire ? On pourrait redire ça, on reproduit des poses clés. Le personnage est beaucoup plus saccadé dans son animation, s'arrête, prend des temps morts et ainsi de suite, et c'est ça qui donne l'illusion de retrouver le Lupin 2D en fait. Il semble même par instant, je trouve, se mouvoir à la manière d'une version Cagliostro-esque, si je peux donner ce néologisme. J'ai l'impression de retrouver quelques visions de ce que Miyazaki en faisait dans son film. Et l'autre réussite pour moi par rapport à ça, de Yamazaki, c'est surtout dans les trahisons qu'il donne à l'héritage de Lupin pour proposer quelques scènes d'action qui ont une fluidité que seule la 3D CGI pouvait permettre dans ce genre de film. Il y a des plans séquences, il y a des cadrages très osés par moments, il y a une action qui est des fois coupée à la serpe mais qui rend bien dans ce qu'on veut donner. Il y a un effet sur les textures et les volumes qui permettent de faire ressentir les matières, comme la matière de la veste de Lupin, le chapeau qu'on voit dans la bande-annonce par exemple a une vraie matière, les éléments, l'eau, les fluides. Ça rend quelque chose qui est plus immersif peut-être pour un spectateur néophyte de ce genre de production. Et on ressent l'intérêt de la CGI pour ce film et qu'elle tient toutes les promesses, mais dès la bande-annonce, on l'avait ressenti. Et donc, la bande-annonce tenait les promesses du spectacle final. Au final, pour moi, Lupin 3, c'est une vraie réussite, car malgré les défauts qui sont évidents et propres, pour moi, aux clichés de l'industrie du divertissement japonais, qui les a de plus en plus codifiés avec le temps, donc les intrigues prévisibles, les retournements de situation, les personnages un peu types et caricaturaux, le film, il tente et il arrive à réactualiser une fois encore une licence qui a maintenant plus de 50 ans. Et que ça soit par sa mise en scène moderne et efficace, ses partis pris graphiques, sa relecture du personnage de Lupin et même de son histoire, de sa genèse, le film de Takashi Yamazaki, je trouve, est une excellente porte d'entrée à la licence et même plus généralement à l'animation japonaise. Je dirais même que
On a affaire ici à un vrai film qui est fait pour le cinéma, ce que je vois de moins en moins quand je vois des films d'animation japonais portés au grand écran. Il y en a beaucoup, je trouve, il y a une certaine paresse à proposer un spectacle qui donne l'envie de se déplacer dans la salle. Et alors, c'est pas le cas ici, clairement pas. Donc, entre humour, aventure, action à gogo, Lupin 3 The First, c'est pour moi vraiment un bon cocktail. C'est un blockbuster familial. En plus, pour finir, le petit plus, c'est que Monkey Punch, son créateur, l'avait vu, en tout cas avait vu une version avant un mixage quasiment final des graphismes et avait validé cette version quelques temps avant sa mort. Donc je vais en dire, que demander de plus? Si même le créateur est content, le fan devrait l'être aussi. Petit, grand, fan, pas fan, allez-y pour moi. Merci beaucoup pour ta critique, Cédric. Et la transition est toute trouvée, hein, parce que là, Pierre, c'est vers toi que je me tourne. Grand fan dans l'éternel de Lupin. Voilà, toi, comment est-ce que tu as reçu ce film? Est-ce que tu l'as apprécié? Est-ce qu'au contraire, tu serais un peu plus réticent? Alors déjà, je rejoins vraiment tout ce qu'a dit Cédric sur ce qu'il a dit sur le film. Il a vraiment résumé une très grande partie de ma pensée. Je dirais que un point qui est à la fois une grosse qualité du film et peut-être son plus gros défaut, c'est sa simplicité en fait. C'est un film qui ne va pas prendre de risques. On connaît déjà la formule et tout, et donc quelqu'un qui est habitué à des films d'aventure et notamment des films de Lupin ne sera pas vraiment surpris par tout le déroulement du film, au point même de voir les ruses de Lupin avant que celui-ci les exécute. Ce qui est un peu contradictoire avec le fait que Lupin, normalement, c'est un personnage qui est tellement malin qu'il doit se montrer plus malin que le spectateur et réussir sans cesse à le surprendre. Mais en contrepartie, ça permet déjà d'avoir un récit assez universel et accessible à tous, parce qu'on sent à travers ce film que ce Lupin 3 The First, c'est un film qui vise un public international. Que ce soit déjà par cette intrigue très simple, mais aussi par cette modélisation qui rappelle des films Pixar avec une texture un peu plus réaliste. Également le fait qu'il n'y a pas de référence typiquement japonaise hormis le personnage de Goemon, et aussi un petit placement de produit pour Cup Noodles, mais ça c'est autre chose. Voilà, c'est un film qui ne se veut pas japonisant et donc qui cherche à cibler le public le plus large possible à l'international, et en ça je trouve que c'est un super cheval de Troie pour la licence, que ce soit en France ou même dans n'importe quel pays. Je te vois un petit peu tiquer, Cédric, sur le fait que le film ne revendique peut-être pas forcément son statut d'œuvre japonaise. Non, en fait, c'est plus. Je suis pas d'accord. Je pense pas que le film soit pensé pour l'international. Je pense que mine de rien, les Japonais pensent encore beaucoup pour eux, et que le vrai pari de Yamazaki, c'était vraiment de se dire comment je réinvente cette licence pour qu'elle plaise d'abord à un public japonais. Et il a dit que sa référence pour lui, c'était le château de Cagliostro. Alors, ça vous semble évident quand on le dit comme ça, parce que c'est le film le plus connu et c'est le truc qui dépasse tellement le cadre de Lupin que c'est devenu un film de Miyazaki pour beaucoup de gens à l'international. Mais au Japon, le film a été un énorme succès et l'ambition est là. Il dit clairement, je sais que je ne peux pas le dépasser, mais j'essaye de m'en approcher le plus possible. Et dans le château de Cagliostro, il n'y a pas spécialement de référence au Japon non plus, à part le personnage effectivement de Goemon. Enfin, ça se passait dans un pays un peu style Bavière. Enfin, je suis pas sûr que le manque de référence à la culture japonaise soit un frein pour le simple public japonais. Je pense en revanche que le film, il est assez malin, comme tu dis, pour avoir une histoire pas prise de tête et pas trop complexe pour que tout le monde puisse aller le voir. Ce qui me semble être quand même une des grandes marques de la série, parce que la série ne brille pas non plus par sa grande inventivité de faire des gros retournements de situation et des gros pièges pour berner son public, quoi. À part quelques peut-être exceptions, quelques films, quelques téléfilms qui ont tenté ce truc-là un peu, mais je pense que la série est quand même du même acabit qu'un Doraemon, on va dire. C'est quelque chose qui est vraiment fait pour le plus grand nombre, au Japon en tout cas. Et ils essayent de tenir ça, quoi. Alors, je rétorquerai aussi sur le fait que je pense que c'est aussi un film qui est pensé pour introduire la licence Lupin 3 à un public de néophytes. Également par un point, c'est que là, tous les personnages marquants de la licence sont présents, contrairement à Cagliostro où certes les personnages sont tous présents, mais c'est plus Lupin et Zenigata qui ont le coup de projecteur sur eux. Dans Lupin 3 The First, tu sens que tous les personnages ont vraiment leur moment à eux. Ils sont tous mis de manière en avant de manière très équilibrée pour justement introduire la licence au plus de personnes possible et justement pouvoir peut-être par la suite exporter davantage Lupin 3 à l'international. On va peut-être pas trop spoiler le film, mais je parlerai pas d'équilibrage à partir du moment où 3 des personnages principaux sont pas là pendant 50% du film. Je suis pas sûr. En revanche, le fait qu'ils aient chacun leur moment à eux, je suis pas sûr que ça soit forcément une volonté d'internationaliser, de contextualiser la licence pour un nouveau public,
Mais peut-être plus ce que quand je parlais de clichés des animés japonais, il y a toujours ça. Quand on fait un animé, surtout un film d'animation au Japon, il faut que chaque personnage ait son moment à lui. Je reprends les films My Hero Academia parce que je trouve que c'est des bons exemples de ce que la production japonaise populaire donne actuellement. Les films de My Hero Academia, il y a 22 élèves dans la classe. Les 22, en tout cas, les personnages principaux doivent tous avoir leur moment, un peu de gloire à eux, ne serait-ce que 5 minutes. Et pareil depuis Senseiya, c'est ça. Dans Senseiya, chacun des chevaliers devait avoir son petit moment de gloire. Donc, je vois pas ça comme une volonté d'internationaliser ou de le rendre plus accessible. Surtout que la licence a toujours été assez facile d'accès. Enfin, en 5 minutes, tu as compris ce qu'était Lupin, ce qu'était Jigen, ce qu'était Zenigata. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 50 ans d'exploration de la licence pour la comprendre, je pense. Et puis, il y a aussi un autre élément, c'est que peut-être dû aux obligations contractuelles avec les comédiens de doublage qui sont souvent très attachés aux personnages et qui, du coup, doivent avoir leur place, disons, dans les sessions d'enregistrement, comme c'est le cas dans le jeu vidéo, par exemple, où chaque personnage dans une scénette va avoir sa petite ligne de dialogue. Mais ça fait partie, c'est le même point. Alors on va pas rentrer dans ce débat-là, parce que c'est un débat complet sur l'industrie japonaise et comment elle gère son star talent et comment est-ce que ça impacte la création même. Mais je pense, oui, t'as raison, t'as clairement raison. Et bien sûr que le but, c'est tu vas voir. Il y a quand même dans Lupin 5 personnages qui ont chacun leur caractère vraiment propre. Le but, c'est qu'ils soient quand même un peu mis en avant. Et je trouve à ce niveau-là, et je rejoins Pierre, qu'en revanche, en termes d'intro, la première séquence de Lupin au Louvre est parfaite pour comprendre qui sont chaque personnage. C'est un vrai casse qui tourne mal. Zenigata va les poursuivre. Fujiko Mine, qui est la voleuse / amoureuse de Lupin sans lettres, elle les double, mais comme à chaque fois, en fait, c'est des clichés. Mais c'est comme introduire le film de Tom et Jerry. Il est introduit par quoi ? Par un dessin animé de Tom et Jerry classique avant qu'on rentre dans quelque chose d'autre. C'est juste ça. Et je trouve que ça le réussit parfaitement. En 5 minutes, qu'on connaisse ou pas Lupin, on a compris. Même si on n'a rien à faire des personnages, on fait OK, lui c'est le voleur, lui c'est l'assistant, lui c'est machin, lui ils veulent poursuivre, tout est clair. J'aurais une dernière question à vous poser à tous les deux avant qu'on referme ce numéro. On sait que Lupin change souvent de couleur de cravate et de costume et que souvent ça augure d'une direction différente pour le personnage. Est-ce qu'ici il a une couleur différente ? Enfin, ou pas, je connais pas bien la licence, hein. Mais est-ce que on est sur un retour aux sources ou est-ce qu'on est sur une nouvelle direction pour la franchise ? Moi, je vais donner mon avis d'abord. Je laisserai Pierre finir parce qu'il est peut-être plus fan que moi et qu'il aura peut-être un meilleur avis sur ce truc-là. Il est vrai que la couleur de la chemise de Lupin changeait de série en série et qu'elle indiquait une période et que c'était devenu une espèce de tradition jusqu'à la 4e série. D'accord. Mais la 5e série ne lui a pas fait changer de couleur. En fait, elle lui a redonné, je crois, la couleur de la saison 4 ou de la saison 2. Du coup, je sais pas s'ils ont brisé le cycle, les Japonais, mais même là, il a une veste rouge qui était la couleur de la 2e ou de la 1re, je ne me rappelle plus. Je n'ai plus vraiment la truc, mais en tout cas, je pense pas qu'il y ait une vraie volonté d'héritage parce que ça fait déjà maintenant 2-3 ans qu'ils ont un peu cassé cette tradition, j'ai envie de dire. Alors pas totalement en fait. La couleur de la veste de Lupin indique le ton que va prendre l'histoire. Ici, donc, elle est en rouge. Je ne saurais pas exactement dire non plus à quelle saison ça correspond, si c'est la 1re ou la 2e saison, mais disons que quand il porte une veste bleue, ce sera un Lupin plus noble, tout ça. Quand il porte une veste rose, c'est un Lupin plus cartoon. Ici, donc, je pense que c'est une veste plus Lupin Indiana Jones qui part à l'aventure chercher des trésors. Indiana Jones, le mot de la fin ? Oui, parce que j'avais dit en off, en sortant du film à Karel, que sans rentrer dans les détails de l'histoire, mais il y avait beaucoup de ressemblances avec Indiana Jones 4, entre autres, et je me suis dit, c'est le Indiana Jones 4 qu'on aurait mérité d'avoir il y a plus de 10 ans, et que Takashi Yamazaki a réussi là où Spielberg, malheureusement, avait échoué. Ça me fait très mal de le dire, mais je me suis dit, OK, j'ai enfin à peu près ce que je voulais voir en termes d'Indiana Jones, quoi. Je ne vous demanderai pas si Lupin se cache dans un frigo pendant le film pour échapper à des extraterrestres. Ce sera peut-être un bonus, je ne sais pas. Merci à vous deux, en tout cas. Merci Pierre, merci Cédric pour cette critique. Merci. Emmenez tout le monde voir ce film. Emmenez vos parents, vos enfants, vos frères, vos sœurs, vos amis, vos chiens, vos chats. Mais il a raison, il force le trait, mais il a complètement raison parce que c'est la première fois qu'on a un film Lupin qui sort quasiment à moins d'1 an d'intervalle avec le Japon, ce qui n'est jamais arrivé. En plus, c'est quand même un film qui est très ouvert pour petits et grands et qui peut se voir très facilement. Il n'y a pas spécialement besoin par rapport à d'autres licences, comme je reprends My Hero Academia comme exemple, mais il n'y a pas besoin de connaître la saga pour rentrer dans cette œuvre. C'est un instantané
Et c'est une vraie bouffée d'air frais et ça va sortir au cinéma. Et comme d'habitude, c'est Eurozoom qui le distribue. Et Eurozoom, c'est un des distributeurs indépendants et ils ont besoin d'un minimum de soutien en salle pour montrer qu'ils font les bons choix, en fait. Et des fois, ça marche, comme par exemple Akira. Des fois, ça marche pas en termes de soutien de salle, comme Promare. Malheureusement, ça n'a pas tenu les espérances qu'ils attendaient. Mais du coup, ils ont toujours besoin, que ce soit live ou animation, d'avoir un vrai retour des spectateurs et de la salle, en fait. C'est nécessaire pour eux pour vivre et continuer à proposer ce genre de film. Et évidemment, on les remercie. Merci à vous deux, merci à vous qui nous écoutez, qui nous suivez. Vous pouvez nous suivre, je rappelle, sur Twitter, vous pouvez nous suivre sur YouTube, vous pouvez nous suivre également sur... Sera-t-il annoncé d'ici là le Discord ? Allez, je m'y engage. Hop, on annonce le Discord avant la publication de ce numéro. Oh, big news. Non, c'est pas le Japon ici, ça ne s'annule pas si je l'annonce. Donc voilà, on vous fait plein de bisous et on vous souhaite, écoutez, une très bonne journée, une très bonne soirée et un très bon film. Oui, très bon film. Très Allez, bon film. À Ciao. plus. Ciao, les pains de Ford. Parfait.